Société des Amis de Sèvres est heureuse de vous accueillir donc, pour sa 12e visioconférence de son programme intitulé Conversation céramique. Nombre d'entre vous me connaissent, je suis Catherine Trouvet et en ma qualité de vice-présidente de la Société des Amis de Sèvres, eh bien, je me réjouis du succès de nos rendez-vous du lundi soir. Il y a même quelqu'un qui vous dit « Allez Bernard, go, go, go !» Alors, ce succès, évidemment, revient à nos intervenants et ce soir, donc, nous avons l'honneur d'accueillir quelqu'un que nous connaissons tous, Bernard Chevalier, conservateur général honoraire du patrimoine, anciennement en charge du domaine de Malmaison et de Bois-Préau, spécialiste, comme il se doit, du mobilier et des objets d'art du Premier Empire. Malmaison et son royaume, comme il a été écrit à son propos, eh bien, je dirais personnellement plutôt son empire. Après des études d'histoire de l'art à Paris 4 et un poste de guide interprète pendant 6 ans, Bernard réussit brillamment le concours de conservateur en 71 et fait un premier stage à Malmaison. Il s'échappe cette année au château de Fontainebleau pour revenir en 1980 à ses premières amours comme adjoint du conservateur Gérard Hubert. Il consacre son nouveau septennat à préparer sa thèse, Malmaison, château et domaine des origines à 1904, soutenue en 87. Ses mérites sont reconnus au-delà du monde universitaire puisqu'il en devient directeur en 89. Ces attributions, vous le savez certainement, s'étendent au musée napoléonien d'Ajaccio et de l'île d'Aix et à la gestion des collections de Longwood à l'île d'Elbe. À l'instar de l'empereur, il se découvre une passion pour Joséphine, alors bien plus qu'une amitié de 30 ans, c'est une liaison de plus de 40 ans qu'entretient Bernard avec cette amoureuse des arts. Malmaison est ainsi consacrée à Joséphine, ses enfants et Bonaparte, tandis que Bois-Préau a recueilli plus spécifiquement les souvenirs de Sainte-Hélène dédiés à la légende napoléonienne. Empereur de tous les lieux, notre intervenant a orchestré 20 expositions à la Malmaison, 15 à l'étranger, Amérique du Sud, Amérique du Nord, et s'est même lancé à la conquête de l'Asie, Taïwan, la Chine, la Corée, le Japon, avec un dernier événement victorieux à Shanghai en 2019 sur Napoléon. Alors, ces faits de gloire s'affichent en 32 ouvrages, tout azimut, sur Joséphine, citons Douce et incomparable Joséphine en 99, sur les arts décoratifs, notamment les Sèvres de Fontainebleau en 96, les lieux de pouvoir napoléoniens, avec 2 autres ouvrages récents sur le palais de Saint-Cloud en 2013 et 2015. Ce soir, nous avons la chance de découvrir en avant-première les œuvres présentées à l'exposition Napoléon exposée à la Grande Halle de la Villette à l'occasion, vous le savez tous, de l'anniversaire du bicentenaire de sa mort et dont Bernard est commissaire avec plusieurs autres conservateurs, dont Jean-Baptiste Clay, que nous aurons aussi le plaisir d'accueillir début juillet. Bernard donc, mettra ce soir l'accent sur les porcelaines présentées lors de cette exposition exceptionnelle, dont l'ouverture reste prévue le 14 avril. Merci donc, Bernard, de vous faire notre guide éclairé ce soir. À vous, Bernard. Merci, chère Catherine. Comment je fais là? Il faut que je baisse tout ça. Le 4. Voilà. Merci, chère Catherine, de ce panégyrique qui me remonte à des temps immémoriaux. Tout d'abord, je voulais vous dire que cette exposition sur Napoléon, évidemment, est une exposition qui raconte la vie de l'empereur quasiment du début jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas une exposition purement céramique.
Catherine a quand même voulu que je vous la montre et je dois dire que c'est une chose tout à fait exceptionnelle parce que j'ai dû demander l'autorisation à la réunion des musées nationaux de vous montrer l'ensemble des œuvres exposées avant même l'ouverture. Ce qui veut dire que le PowerPoint que vous allez voir est d'une qualité parfois un peu variable parce que les visuels viennent de différentes provenances. Donc, c'est une chose qui a été faite un peu d'une manière artisanale. C'est en fait la première grande exposition qui a lieu sur Napoléon depuis le bicentenaire de sa naissance en 1969. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu d'ailleurs au Grand Palais. C'était une exposition comme on la faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un caractère un peu hagiographique, c'était quasiment Saint-Napoléon. La science de l'histoire a beaucoup évolué. Maintenant, on a un regard plus vrai sur la carrière de l'empereur et nous essaierons, dans la mesure du possible, de ne pas vous mentir sur la vraie personnalité de Napoléon. Nous avons pris, comme c'est une exposition qui est prévue pour le grand public, j'allais presque dire d'une manière un peu provocatrice, c'est Napoléon pour les nuls. Mais on va faire ça d'une manière tout à fait contemporaine. C'est-à-dire que d'abord, nous avons pris la décision de montrer des œuvres, évidemment, qui datent du temps de Napoléon, mais aussi de présenter des œuvres de la légende napoléonienne, ce qui veut dire Napoléon vu sous le Second Empire, Napoléon vu en 1900, et c'est une chose tout à fait nouvelle. Et avant de vous montrer les images, je voudrais vous dire que l'exposition sera ponctuée de très nombreuses multimédias. Il faut évidemment vivre avec son temps. Nous aurons des tableaux animés, c'est-à-dire que à côté des tableaux de bataille que vous verrez, vous aurez un écran à côté avec une animation en déplaçant les flashs de lumière sur différents groupes. On vous expliquera le déroulement de la bataille. Nous aurons aussi des cartes animées et on pourra lire des lettres d'amour de Napoléon à Joséphine. Et surtout, je vous en parlerai tout à l'heure, comme nous ne pourrons pas déplacer du Louvre le sacre de Napoléon, eh bien nous le projetterons sur le mur à la taille réelle. Il y aura aussi dans le courant d'exposition, dans le parcours, des espaces qui vont développer les problèmes qui sont maintenant posés par les médias. Et effectivement, ils seront vus avec cette manie actuelle de vouloir relire le passé à l'aune du présent. C'est un exercice très périlleux, effectivement, et nous le ferons sous forme d'entretien sur des sujets brûlants. Principalement, vous imaginez évidemment le, le rétablissement de l'esclavage dont tout le monde parle. Donc, on essaiera d'expliquer les raisons qui ont poussé Napoléon à rétablir l'esclavage. Nous parlerons aussi de ce que les gens appelaient avant des pillages, mais que l'on n'appelle plus réellement des prises de guerre. Comme ça, c'est toujours fait depuis l'Antiquité. Les Romains faisaient des défilés avec les objets d'art qu'ils avaient pris aux nations vaincues. Nous parlerons également du problème des mœurs et du statut de la femme, qui est un peu rabaissé dans le Code civil. Mais vous savez, le statut de la femme en 1900 était même peut-être pire que celui qu'elle avait sous Napoléon Ier. Mais ça, on ne le dit pas parce qu'il faut évidemment enfoncer l'empereur. Nous parlerons également de la guerre, du nombre de morts, de l'exercice de l'État et du pouvoir autoritaire que Napoléon a voulu établir. Donc tout ça, ça ne sera pas occulté. Nous en parlerons. L'exposition bénéficiera d'un catalogue qui est maintenant parti à l'impression, un catalogue de plus de 260 pages et qui sera vendu à un prix relativement raisonnable de 25 €, qui sera disponible à une boutique où vous aurez de tout. Il y aura même de la nourriture, il y aura du pâté, il y aura tout un tas de choses sur Napoléon, également des tenues, des souvenirs, des gadgets. Et nous évoquerons aussi, nous installerons un parcours spécifique pour les enfants. Alors voilà cette exposition qui, normalement, devrait ouvrir le 14 avril. Nous l'espérons, nous faisons comme si, car c'est aujourd'hui même qu'on a commencé les travaux d'installation dans la grande halle de la Villette. Alors pourquoi à la Villette? Napoléon à la Villette, c'est évidemment un peu surprenant. Déjà, la réunion des musées nationaux ne peut pas utiliser actuellement les galeries du Grand Palais qui vont être totalement rénovées, donc il y aura des travaux, elles ne sont pas disponibles. Et puis la Villette a pensé que, surfant un peu sur le succès de Toutankhamon, qui avait fait
1 500 000 visiteurs, nous allions marcher sur les mêmes traces avec Napoléon. Je pense que Napoléon, si nous arrivons au tiers, ça sera déjà très bien parce qu'au sang, Toutankhamon, tout le monde s'en moque, il a vécu il y a longtemps, il y a de beaux objets, ça brille, c'est beau. Napoléon, ça divise. Les Français ont toujours eu des problèmes avec leur histoire, surtout l'histoire depuis la Révolution. Donc cette exposition est censée tenir jusqu'au mois de septembre, donc nous espérons quand même qu'elle ouvrira un peu entre le mois d'avril et le mois de septembre. Alors à l'entrée, vous serez accueillis, et là je vous montre une œuvre de légende, donc qui ne date pas du temps de l'empereur, par une statue en pied de Napoléon qui surmontait la colonne Vendôme sous le règne de Louis-Philippe. Ce n'est pas l'original qui est maintenant dans la cour des Invalides, mais c'est un autre exemplaire. Les principaux prêteurs seront surtout le musée de Versailles, le musée de l'Armée, Fontainebleau, Malmaison, le Mobilier National et différents autres musées. Et nous avons voulu ne montrer que des objets qui proviennent des collections publiques françaises. Dans la première salle, il y aura d'abord un film introductif qui va durer environ 3-4 minutes. Petit film qui va montrer l'état de la France sous l'Ancien Régime. C'est un film d'introduction pour que les gens sachent à peu près comment était la France avant que Napoléon arrive et prenne le pouvoir. Donc, une fois ce film introductif regardé, on ouvre un grand rideau et nous entrons dans une salle. Vous allez avoir au centre cette statue de Napoléon législateur qui mesure plus de 2 mètres de haut et qui sera encadrée par 6 bustes de Napoléon à différents âges de sa vie. Toutes ces œuvres-là ont été commandées au sculpteur Eugène Guillaume sous le Second Empire par le prince Napoléon, le fils de Jérôme, le neveu de Napoléon Ier, qu'on avait surnommé Plomb-Plomb. Donc c'est une espèce de rétrospective des différents portraits de Napoléon à différents âges de sa vie. Nous occultons complètement l'histoire de la Corse, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Napoléon est né à Ajaccio, vous le savez, mais sa vraie vie commence quand il a 10 ans et qu'il est à l'école militaire de Brienne, en Champagne. Donc voilà l'imagination qui a été faite sous le Second Empire. On imagine Bonaparte à Brienne à l'âge de 15 ans. C'est une statue qui date de 1857, qui est grandeur nature et qui est en bronze argenté. Quelques souvenirs de Brienne ont été conservés parce que les gens se sont rendus compte qu'ils vivaient des moments exceptionnels auprès de cet homme. Donc, on a gardé des souvenirs très, très tôt. Je vous montre ici, par exemple, le livre de prières de Napoléon qu'il avait gardé avec lui. Et pour être bien sûr qu'il lui appartenait, vous lisez sur le côté de la page son nom qu'il avait écrit lui-même à la main. D'autres livres qui sont conservés au musée de l'Armée proviennent également de ses ouvrages de classe. C'est quand même surprenant qu'on trouve comme ça des ouvrages de classe de Napoléon encore de nos jours. La boussole qu'il utilisait quand il était élève, qui est conservée au musée de Malmaison. Je vous montre aussi, plus tard, il a été nommé, en sortant de Brienne, il est allé à l'école militaire de Paris, et c'est là où il a été nommé lieutenant. Nommé lieutenant, il est en garnison à Aussonne, qui est en Bourgogne, et nous avons la chance d'avoir le mobilier de sa première chambre de jeune lieutenant Bonaparte. L'épée qu'il avait également comme lieutenant, donc tout ça allait à peu près à la même époque, et puis après arrive la gloire. Effectivement, dès 1796, on le nomme chef de l'armée d'Égypte, et c'est là où Napoléon commence sa carrière avec la première campagne d'Italie en 1796-1797. Et vous allez avoir des œuvres absolument iconiques, comme le tableau de Gros, qui représente Bonaparte à Arcole, que vous connaissez tous, tableau plein de vigueur, d'enthousiasme, qui est un des chefs-d'œuvre de la peinture, mais qui est également une œuvre de propagande, parce que très tôt, dès 1796, Napoléon avait compris que l'image était un vecteur très important pour parler de lui. En réalité, à Arcole, il est tout simplement tombé dans le fossé. Il n'a pas du tout traversé le pont avec le drapeau comme ça, comme l'a voulu Gros. Les quelques batailles sont évoquées, dont la bataille du pont de Lodi. Et c'est à Lodi où Napoléon s'est rendu compte qu'il avait une carrière devant lui et que finalement, il allait certainement aller beaucoup plus loin qu'une carrière de général de la Révolution.
rentrée d'Égypte, le directoire l'envoie en rentrée d'Italie, le directoire l'envoie en Égypte de façon à barrer la route des Indes aux Anglais. Il débarque avec une armée importante, avec aussi des généraux qui ont fait date, comme le général Desey. On voit là ici à la fois un Desey qui lit des textes à des Égyptiens, parce que toutes les proclamations étaient imprimées avec les 2 caractères, en français et en arabe. La bataille des Pyramides a été une des célèbres batailles de la campagne d'Égypte. C'est là où il a vaincu les Mamelouks. On a d'ailleurs des souvenirs de ces Mamelouks. Voilà un harnachement, une selle de Mamelouks qui existe au musée de l'armée. Le sabre du chef des Mamelouks qu'on a pu capturer, Mourad Bey, et Napoléon s'était fait faire lui-même des armes à la Mamelouk qui sont... Attends, ça va plus. Voilà, le sabre du général Bonaparte, qui est un sabre à la Mamelouk, tout à fait semblable à celui de Mourad Bey. Nous aurons un chameau pour évoquer l'Égypte. C'est un chameau du XVIIIe siècle qui est naturalisé, sur lequel nous mettrons un bas de dromadaire. En fait, c'est un dromadaire plus qu'un chameau. Et ce bas de dromadaire sera posé à quelques centimètres du dos de l'animal. Et il y aura à côté le gardien du dromadaire, le trompette, parce que Napoléon s'était rendu compte que les dromadaires étaient plus résistants que les chevaux à cause du climat. Et il avait créé un régiment de dromadaires. Voici le bas qui sera posé sur l'animal. Il a organisé complètement l'Égypte, principalement au Caire. Il avait auprès de lui, il a créé un divan, c'est-à-dire un endroit où étaient réunis plusieurs personnalités anciennes de la ville du Caire avec qui il discutait, et ces personnages ont été dessinés d'abord et puis peints par un peintre italien qu'il avait emmené avec lui, qui s'appelle Michele Rigo. Napoléon a ramené très peu de choses d'Égypte. Il s'est enfui quand il a senti qu'il était vaincu, parce qu'en fait, la campagne d'Égypte a été une défaite militaire. Et intelligemment, il a compris que pour en faire une victoire, il fallait jouer sur les sciences. Donc il avait ramené avec lui une des rares œuvres qui est conservée encore, qui est un scribe accroupi qui est conservé au Louvre. Et puis, surtout la pierre de Rosette. Malheureusement, nous n'aurons pas l'original que nos amis les Anglais ont gardé avec eux au moment où les armées françaises ont été défaites, mais nous avons une copie ancienne, un moulage ancien en plâtre, et c'est la pierre qui est écrite en grec, en démotique et en hiéroglyphes, et qui a permis plus tard à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Voilà les instruments qui permettaient aux savants de mesurer tous les monuments pour faire tous les dessins qui ont servi à la description de l'Égypte. Napoléon avait voulu créer sur place un institut à l'image de l'Institut français. Donc il a créé l'Institut d'Égypte, qui était installé dans un des plus beaux palais. Et une fois rentré en France, il a fait faire des armes pour les membres de l'Institut d'Égypte. Et voici l'épée personnelle de Bonaparte, membre de l'Institut d'Égypte. Nous avons aussi une chose qui est tout à fait remarquable, que la famille impériale avait conservé encore tout récemment, c'est un don de la famille impériale en 1979, c'est la ceinture tricolore qu'il portait nouée autour de la taille pendant la campagne d'Égypte et la bataille des Pyramides. Alors nous faisons ce qu'on appelait avant des périodromes, et grâce à un colloque qui a eu lieu au Louvre, il a été décidé d'utiliser un nom français qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est français. On appelle ça maintenant des recompositions de décors. Donc, autour de l'égyptomanie, vous verrez que la campagne a beaucoup marqué le goût. Donc, nous avons une espèce de salon reconstitué qui évoque le goût égyptien, avec des fauteuils à tête de pharaon, à tête de Némès, avec une cheminée fausse qui sera construite, sur laquelle on mettra une pendule à l'égyptienne qui sera encadrée de 2 candélabres avec également des égyptiennes assises, et devant le foyer de la cheminée, un feu avec des sphinx. Donc on recréera complètement une cheminée égyptomaniaque, si j'ose dire. Console également à l'égyptienne, il y aura un certain nombre d'objets comme ça. Et pour terminer, nous évoquerons ce Bonaparte qui montait sur des dromadaires. Et là, c'est une œuvre du Second Empire qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'on voit une chose que l'on n'imagine pas, Bonaparte à dos de dromadaire.
L'Égypte sera également présente grâce à un cabaret, c'est-à-dire un service ici à café, un cabaret égyptien qui a été commandé par Napoléon en 1810. C'est un des 7 cabarets égyptiens qui a été fait par la manufacture de Sèvres, et nous aurons donc voilà les pièces qui seront présentées lors de l'exposition. Sur les 7 cabarets égyptiens, je vais insister un peu sur l'Égypte et sur les pièces de porcelaine, car nous n'avons que 5 objets de porcelaine dans toute l'exposition, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, ce 4e cabaret est le plus riche, livré à l'empereur aux Tuileries en 1810, et c'est le plus important à la fois par le nombre de pièces et par son histoire. Et on a livré 24 tasses et soucoupes, un pot à crème, 2 pots à sucre, un pot à lait et un pot à anse. Cet ensemble a été emporté par Napoléon à Sainte-Hélène. Il y attachait beaucoup d'importance. Il est resté dans la famille impériale jusqu'en 1932, au moment où la princesse Napoléon de l'époque, qui s'appelait Clémentine de Belgique, l'a vendu aux enchères. Elle a vendu, il restait 17 tasses sur les 24 et 14 soucoupes. L'ensemble a été passé en vente publique. Il y avait moins de tasses parce que Napoléon avait pour habitude d'en donner un certain nombre aux gens qui lui rendaient visite à Sainte-Hélène, qu'ils soient anglais ou que ce soit des personnes de son entourage. Et puis, une ou deux ont été brisées. Finalement, c'est le Louvre qui l'a racheté en 1949. Parfois, quelques pièces isolées passent aussi en vente. Ainsi, il y a des dons qui ont été faits d'une soucoupe, d'une tasse, etc. Les peintres sont toujours les mêmes peintres de la manufacture de Sèvres. Ça a été partagé en fait entre Nicolas-Antoine Lebel, qu'on retrouvera dans la plupart des cabarets égyptiens, et Jean-François Robert. Tous les têtes qu'on appelait des têtes de pacha, que vous apercevez sur le fond des soucoupes, étaient l'œuvre d'Antoine Béranger, qui est également un des grands peintres de la manufacture. Alors les sources de ce côté égyptien, eh bien, ça n'est pas du tout la description de l'Égypte, comme on pourrait le croire, parce que la description de l'Égypte, les premiers volumes ne sont sortis qu'en 1809. En fait, les peintres de Sèvres se sont inspirés des dessins du livre de Denon, qui est le voyage dans la basse et la haute Égypte, qui a été publié en 1802. La tasse et la soucoupe sont des formes qui ont toujours été utilisées par Sèvres, même au XVIIIe siècle. Par contre, les pièces de forme sont beaucoup plus intéressantes. Ainsi, le pot à sucre que vous voyez ici, ça marche, voilà. Voilà, ici, le pot à sucre, lui, c'est la copie exacte d'un bucchero campanien qui remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui fait partie de l'ensemble de pièces que Denon avait vendues sous Louis XVI en 1786 à Sèvres et qui sont toujours conservées dans les collections de la manufacture. On s'est contenté simplement d'y ajouter un couvercle. Le pot à lait, lui, qui est ici, reprend aussi un modèle antique des pièces vendues par Denon. Où sont passés les autres cabarets? Je vous ai dit qu'il y en avait 7. Le premier a été donné par Napoléon au tsar Alexandre. Vous le connaissez, il est maintenant au musée de céramique de Kuskovo et il a été peint en 1808. Le second, qui date de l'année suivante, en 1809, a été offert par Napoléon à Joséphine. Il est entièrement conservé au musée de Malmaison, qui a eu la chance de pouvoir racheter l'ensemble. Le troisième, également acheté par Joséphine, date de 1811. Il a été démembré. La Fondation Napoléon conserve encore 9 tasses et soucoupes et la théière. Et on voit deux fois passer de temps en temps d'autres pièces de ce cabaret. Le quatrième, c'est le nôtre, celui qui est au Louvre. Quant au cinquième, qui a été donné à la duchesse de Montebello, il avait été vendu aux enchères à Rouen en 2006 et il est actuellement en cours d'acquisition par le musée de Fontainebleau. Le sixième, malheureusement, lui est complètement dispersé. Il avait été donné à la duchesse de Bassano et on connaît une tasse dans une collection privée. Quant au septième, qui est sur le marché actuellement, qui est complet, Napoléon l'avait offert à la comtesse de Lucé. Donc vous voyez combien Sèvres a été très intéressé par la campagne d'Égypte, à la fois par la beauté des œuvres et aussi, en fait, ce sont des œuvres de propagande. Napoléon voulait montrer
que l'Égypte avait été un succès, alors qu'en fait, comme je vous ai dit, ça a été une catastrophe militaire. Le consulat, que mon co-commissaire Arthur Chevalier, qui s'appelle comme moi, mais qui n'a rien à voir avec moi, qui est historien, a décidé de l'appeler ça la République de Napoléon, pour montrer qu'en fait, Napoléon a continué la Révolution et la République par les institutions qu'il a créées. On a eu un prêt tout à fait exceptionnel, qui est ce grand portrait de Bonaparte, premier consul, par Gros, qui date de 1802, et que la Légion d'honneur a bien voulu nous prêter en dépit de l'année du bicentenaire, car ils auraient bien voulu le présenter à leurs visiteurs, mais nous avons réussi à l'obtenir grâce à la compréhension de la directrice du musée de la Légion d'honneur. C'est un portrait que Napoléon avait offert au second consul à Cambacérès. D'ailleurs, le cartel marque donné par le premier consul au second consul. Une chose exceptionnelle qui n'est plus montrée souvent, parce que c'est extrêmement fragile, c'est l'habit que la ville de Lyon avait offert à Napoléon en 1800. Ça n'est pas celui qu'il porte sur ce tableau, c'en est un autre. Celui-là, en fait, il l'avait porté le jour de la signature du Concordat. Napoléon l'avait emmené avec lui à Sainte-Hélène, l'avait donné à la fille de Bertrand, du grand maréchal du palais, en lui disant qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Heureusement, il ne l'a pas découpé et elle a offert ensuite ça à un prince Napoléon au XIXe siècle. Donc c'est également une pièce qui vient de la famille impériale. Le portefeuille marqué premier consul qui permettait de passer les documents d'un ministère à un autre, qui est accompagné effectivement du sabre du premier consul avec son fourreau qui appartient au musée de l'armée. Donc vous voyez des pièces tout à fait insignes, vraiment des pièces personnelles que Bonaparte a utilisées pour lui. Alors, les pièces d'or n'ont rien à voir, c'était pour mettre quelque chose. Nous allons avoir ce qu'entre nous, on a surnommé le coffre de Picsou. C'est toute une histoire. Parce que la Banque de France accepte, vous savez que la Banque de France a été créée par Napoléon en 1800, et elle accepte de nous prêter 2021 pièces, 2021 bicentenaire oblige, en or, à l'effigie de Napoléon, des pièces de 40 francs, avec surtout l'unique jeton en or, le grand jeton de la Banque de France, qui représente Minerve. Le tout sera mis dans une vitrine à l'abri de tout ce que vous voulez, vitrine en cours de construction, et ça sera transféré normalement de la Banque de France à la Villette et filmé par la télévision. Ça sera un grand événement pour montrer l'importance du prêt de la Banque de France. Vous savez que parmi les grandes institutions du consulat figure le rétablissement du culte catholique. Napoléon a signé le Concordat et comme nous n'avons pas pu obtenir le texte du Concordat lui-même qui est extrêmement fragile, nous avons montré cette allégorie où vous voyez la religion assise et Napoléon, par son geste, rend la religion à la France qui s'incline devant la religion. Comment ne pas parler de la Légion d'honneur qui a été, l'idée en est venue à Napoléon en 1802 quand il était à Malmaison. Et voilà encore quelque chose qui a été conservé jusqu'à nos jours. La Banque de France, le rétablissement de la religion, la Légion d'honneur. Et cette Légion d'honneur, Napoléon l'a distribuée à la fois aux civils et aux militaires. Et nous avons quelques insignes tout à fait importants, comme celui-ci, qui est la plaque de grand officier que Napoléon portait lui-même sur son habit, mais nous n'avons pas pu avoir le grand collier de Napoléon, qui sont des objets qui sont patrimoniaux, qui ne bougent plus des musées dans lesquels ils sont conservés. Mais nous avons obtenu du musée de la Légion d'honneur le collier du maréchal Berthier, qui est l'exacte réplique de celui de Napoléon. Il date du Premier Empire et c'est exactement le même. Donc, vous voyez, c'est un œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art qui a été faite par le grand orfèvre Biennet. Voilà une médaille beaucoup plus simple, celle que l'on donnait, que l'on offrait aux différents personnages à qui on voulait l'offrir. Napoléon, d'ailleurs, en avait toujours une agrafée sur lui, et à ce moment-là, c'était un peu une mise en scène. Il avait le sens de la communication. Il décrochait cette médaille qu'il venait de mettre sur lui pour l'offrir à la personne à qui il voulait l'offrir, qui s'imaginait avoir la médaille personnelle de l'empereur. Et ça, ce sont des trucs, si j'ose dire, de communication. Vous connaissez tous aussi une grande institution du consulat,
le Code civil des Français, qu'on appellera très vite le Code Napoléon. Ce code, dont environ encore 60% des articles sont toujours utilisés, plus de 200 ans après. C'est vous dire qu'il répondait vraiment à un besoin. Ce code, évidemment, qui est critiqué parce que le rôle de la femme était diminué par rapport à ce à quoi on s'attendait, mais le code a eu un tel succès que beaucoup de pays étrangers l'utilisent. Le code du Bas-Québec au Canada est toujours un abrégé du code Napoléon. On l'utilise aussi en Amérique du Sud. Dans beaucoup d'endroits, les Allemands, les Italiens, tous ces pays-là ont compris que le code, dit le code Napoléon, était une œuvre extrêmement importante. La seconde campagne d'Italie. Napoléon, en 1800, il revient d'Italie, il revient de campagne d'Égypte, subrepticement il quitte l'armée et il arrive donc en 1800, fait son coup d'État du 18 Brumaire et se trouve à ce moment-là, à l'âge de 30 ans, chef de l'État. Les Autrichiens avaient profité de son absence en Égypte pour envahir à nouveau le nord de l'Italie, donc Napoléon décide d'aller vaincre les Autrichiens et il franchit avec son armée le col du Grand Saint-Bernard. Mais là encore, image de communication, il n'a jamais franchi le col du Grand Saint-Bernard comme ça sur un cheval, mais il a demandé au peintre David de le représenter calme sur un cheval fougueux, ce qui a été fait. En réalité, c'était beaucoup moins glorieux, il a traversé les Alpes comme tout le monde, à dos de mulet. Mais le tableau a eu un grand succès et contrairement à ce que l'on pense, ça n'est pas une commande de Napoléon. Celui qui voulait avoir le tableau, c'était le roi d'Espagne, Charles IV, qui était un grand admirateur de Bonaparte. Il a été un peu moins plus tard quand Napoléon a mis son frère sur le trône d'Espagne et chassé Charles IV. La peinture a donc plu à Napoléon, qui en a commandé plusieurs exemplaires, à la fois pour mettre à Milan, aux Invalides, dans différents endroits. Et ça, c'est l'exemplaire qui était dans la bibliothèque des Invalides, qui est conservé maintenant au musée de Versailles. En 1804, Napoléon franchit le pas et la Constitution de l'an 12 de 1804 décide que le gouvernement de la France sera confié à un empereur, Napoléon Bonaparte, qui devient empereur des Français. Le sacre est un moment très important. C'est vraiment l'apothéose de l'Empire. Je vous ai dit que nous aurons à la place du tableau la reproduction grandeur nature du tableau du Louvre et à côté, nous aurons ce tableau animé avec des coups de projecteur, des coups de lumière sur les différents personnages, vous expliquant qui est là, qui est ici, qui n'est pas venu. Les tableaux seront comme ça expliqués au public. Voilà le portrait de Napoléon en costume de sac, qui reprend évidemment un peu la posture du tableau de Louis XIV par Rigaud. Il est en grand apparat, en grand costume, tenant le sceptre avec sur le coussin le globe et la main de justice. Et en vis-à-vis, vous aurez le tableau de Joséphine, toujours par l'atelier de Gérard, avec son grand costume qu'elle portait le jour du sacre et le grand manteau de velours rouge brodé d'or. L'épée qu'il portait le jour du sacre, c'est une épée qui a été faite quand il était premier consul. Et comme elle voulait qu'elle soit très riche, il y avait 42 diamants et surtout sur la garde, ici sur le pommeau, le régent, qui est maintenant au Louvre. Et puis en 1812, Napoléon s'est dit que le régent pourrait servir ailleurs, donc il a fait démonter toutes les pierres de l'épée pour les faire remplacer par du cristal. Et il a réutilisé des pierres sur d'autres ornements. Donc, toutes les pierres que vous avez là ne sont pas les originaux, c'est Napoléon lui-même qui les a fait changer. Il y aura aussi un certain nombre d'habits de cérémonie des personnages importants qui assistaient à l'événement le jour du sacre. Et il y a ainsi à Auxerre, dans un musée qui s'appelle la Salle d'Eckmühl, beaucoup de souvenirs du maréchal Davout qui ont été donnés à la ville d'Auxerre par la fille du maréchal, la marquise de Bloqueville. Donc nous aurons le manteau de cérémonie du maréchal Davout, il y aura celui que portait le maréchal Berthier au moment du sacre, pour vous montrer la richesse de tous ces costumes. Il y aura celui du maréchal Ney, qu'il portait le jour du sacre également. On les disposera de façon à montrer la richesse des vêtements. Vous aurez le manteau de cour du maréchal Lannes. Et puis,
une nouvelle recomposition de décor pour évoquer une salle du trône. La Villette a des plafonds qui montent jusqu'à 9 mètres de haut. Donc nous allons pouvoir avoir des grandes tentures en velours rouge de façon à évoquer la richesse d'une salle du trône et surtout, au centre, le trône de Napoléon. Il en existe d'autres, évidemment. Vous avez le trône des Tuileries qui est au Louvre, au musée du Louvre, le trône de Fontainebleau qui est toujours à Fontainebleau, qui avait été prévu avant pour Saint-Cloud. Il y a le trône du corps législatif, notre Assemblée nationale, qui est maintenant conservé au musée des arts décoratifs. Mais nous avons choisi un trône que personne ne voit, ou quasiment personne, puisque c'est le trône qui a été livré pour le Sénat, pour le Palais du Luxembourg, et qui est toujours conservé dans l'institution. Donc c'est un prêt exceptionnel de la présidence du Sénat qui nous permettra de voir ce trône que l'on voit très très peu. Tout autour seront 4 tabourets dépliants qui ont été livrés pour la salle du trône de Saint-Cloud et de chaque côté des immenses torchères qui viennent du grand cabinet de l'empereur à Saint-Cloud qui éclairaient donc toutes ces pièces. Évoquer le faste et le luxe de l'Empire, parce que Napoléon, pour lui, voulait des choses simples. D'ailleurs, au garde-meuble de la couronne, quand on disait « c'est pour l'empereur », faites simple. Par contre, dès qu'il s'agissait du prestige de la France, Napoléon ne lésinait pas. Là, il payait. Et on a évoqué le faste et le luxe avec une recomposition de décors, et nous avons voulu évoquer la table de l'empereur le jour de son mariage avec l'impératrice Marie-Louise. Et nous avons eu la chance de pouvoir présenter 16 assiettes de ce mythique service particulier de l'empereur qu'on appelle le service des quartiers généraux, accompagné de 2 glacières qui ont été également prêtées par le musée de Fontainebleau. Bon, ce service, vous le connaissez tous, mais c'est le moment d'insister un petit peu sur son histoire, puisque nous sommes enfin dans de la porcelaine. Depuis le temps, vous devez être un peu en manque de céramique. Vous savez qu'il a été fait en fait pour remplacer le service olympique que Napoléon utilisait et qu'il avait donné au tsar Alexandre en 1807. Ce service était énorme. Il était composé d'un service d'entrée, d'un service de dessert dont les assiettes ici proviennent et d'un surtout en biscuits de 25 pièces qui représentaient les principaux monuments égyptiens copiés sur les originaux et le tout accompagné du cabaret égyptien que vous avez vu tout à l'heure. Les assiettes du service de dessert étaient au nombre de 72. Et sur les 72 assiettes, eh bien, 28 sujets avaient été choisis expressément par Napoléon lui-même. Napoléon s'intéressait à tout. Je ne sais pas comment il trouvait le temps de tout faire, mais il décidait de tout. Il voulait tout vérifier et tout le monde, évidemment, lui obéissait au doigt et à l'œil. Sur ces sujets, Napoléon en a choisi 4 pour... non, il y en avait 2 pour la campagne d'Italie. Son intérêt pour l'Égypte était tel qu'il y avait 15 assiettes sur les 72 qui représentaient la campagne d'Égypte, seulement 3 la campagne d'Autriche et 6 la campagne de Prusse et de Pologne. Ces assiettes étaient les plus chères que la manufacture ait jamais faites sous l'Empire. Chacune valait 425 francs. Elles ont été faites entre 1808 et 1810 et elles ont été livrées juste à temps le 27 mars 1810 pour le banquet du mariage qui avait lieu quelques jours plus tard, le 2 avril. On connaît les noms des peintres et celui qui s'est taillé la part du lion, c'est Sfebac. Sfebac en a fait 27 sur les 72. Lebel, que nous avons vu tout à l'heure pour le cabaret égyptien, en a fait 20. Robert, qui a fait aussi le cabaret égyptien, en a fait 20. Caron, 9. Et puis après, ça dégringole très très vite. Pendant la première restauration, quand Napoléon était à l'île d'Elbe, Louis XVIII a trouvé ce service très bien, seulement à une condition, c'est que l'on raye les marques du Premier Empire et qu'on mette à la place le double L assez grossièrement peint au dos de toutes les assiettes. En juin 1800, pendant les 100 jours, Napoléon revient, retrouve son service et il y était tellement attaché qu'au moment de partir, pensant partir en Amérique et ne sachant pas qu'il allait à Sainte-Hélène, Fouché, dans sa grande mansuétude, autorise l'empereur à emporter avec lui 60 des 72 assiettes, les 12 autres restant pour le service de Louis XVIII. À Sainte-Hélène, donc, Napoléon a 60 assiettes.
Qu'est-ce qu'il en fait? Il les regarde souvent, ça lui évoque son passé, il est passionné par ça, mais il en donne quelques-unes aux personnes qu'il visite, comme pour les tasses du cabaret égyptien, si bien qu'à sa mort en 1821, il en reste plus que 54 sur les 60. Dans son testament, Napoléon écrit qu'il faut donner tout cela à son fils lorsqu'il aura 16 ans. Mais effectivement, Metternich a interdit que le duc de Reichstadt reçoive ce don. Donc, c'est Lascaz et Montelon qui les a emportés avec eux. D'ailleurs, le fils de Lascaz, en 1851, en avait encore 24 à sa disposition. Montelon, lui, en a distribué autour de lui, et petit à petit, bien, le nombre diminue. Que reste-t-il actuellement? Il y en a 19 à la Fondation Napoléon. La Fondation Napoléon en a encore 19, qui très généreusement a accepté d'en prêter 10 sur les 19. Le château de Fontainebleau, lui, en a beaucoup plus. Il en a 22. Ils nous en ont prêté 5. Et puis, pour en avoir un nombre pair, pour en avoir 16, j'en ai demandé une 16e au musée de Malmaison. Actuellement, il n'y en a que 8 qui n'ont pas été retrouvés sur les 72. Donc, voyez-vous, c'est quand même une chose tout à fait exceptionnelle de pouvoir réunir ça autour d'une table. Et nous aurons également au milieu, comme centre de table, 2 pots à oil qui proviennent du Grand Vermeil de l'empereur. Ce Grand Vermeil lui avait été donné au moment du sacre par la ville de Paris, comportait plus de 1000 pièces. Donc ce sont des pièces magnifiques, exceptionnelles, qui ont été faites par l'orfèvre Henri Auguste. Et également sur la table, il y aura 2 glacières, 2 des 4 glacières livrées pour le service particulier de l'empereur. Fontainebleau en a acquis 3, et on sait que 2 des glacières sont allées également à Sainte-Hélène, mais nous ne savons pas exactement lesquelles sur les 4. Donc voilà un peu de porcelaine pour vous montrer quand même que l'exposition en présente. Et puis, suit ensuite un cabaret, le cabaret des chasses impériales, qui a été prêté par la Fondation Napoléon. Alors ça fait partie de tous les objets que Napoléon avait pour habitude d'offrir pour les étrennes. Ça s'est accéléré à la fin de l'Empire. Il a été livré le 28 décembre 1812 pour les étrennes du 1er janvier 1813. Alors, à qui offrait-on ces cabarets? Napoléon l'a offert à la comtesse de Croix, qui était née Vassé. Son mari était marquis avant la Révolution. Napoléon en a fait un comte. D'ailleurs, entre eux, les gens s'appelaient les contrefaits. Il a été comte en 1808, chambellan de l'empereur en 1810, et cette dame, faisant partie de la promotion des 10 nouvelles dames du palais de Marie-Louise, a reçu ainsi ce cabaret en cadeau. Il a été peint en 1812 par Jean-François Robert, qui était un élève de Marne. Il travaillait à Sèvres depuis 1806 et il représente des scènes de chasse dans les différents endroits. On voit l'empereur à Fontainebleau, dans les bois de Verrières, la forêt de Compiègne, à Buc ou à Boulogne. Et on sait que les animaux avaient été peints par Ferdinand Caron et que tout le décor autour, sur le plateau, était l'œuvre de Théodore Buteau. Comme toujours, les ors étaient l'œuvre d'un doreur de Sèvres qui s'appelait Boulmier. L'ensemble a coûté 3100 francs avec le coffret qui est toujours conservé d'ailleurs par la Fondation Napoléon, et c'est la Fondation Napoléon qui l'a acheté en 1993. Autre nécessaire, cette fois-ci pas en porcelaine mais en vermeil, c'est un nécessaire aux armes de la maréchale Soult. La maréchale Soult ne s'est pas adressée à Biennet. Peut-être était-il trop cher. Biennet, lui, était évidemment un orfèvre extrêmement cher parce que ses coffrets étaient faits d'acajou qui étaient creusés pour épouser la forme des objets. Ici, c'est moins cher car ce sont des interstices qui sont en carton recouvert de cuir. Ça coûte moins cher que de l'acajou creusé, mais il est complet. Et pour faire très vite, comme d'habitude, on a demandé à 4 différents orfèvres de faire toutes les pièces en vermeil. C'est un objet magnifique qui donc fait partie des collections de la Fondation Napoléon. Nous présenterons aussi différents objets luxueux qui ont servi pour la cour, la canne de cérémonie du maréchal Bessières. Il y aura aussi ici le glaive du maréchal Ney. Ce sont des armes d'apparat, ce ne sont pas des armes de combat. Ce sont des armes que les maréchaux portaient lors des cérémonies officielles. Ainsi, à Auxerre, nous avons eu la chance de trouver
la canne de cérémonie de grand officier du maréchal Davout, qui, vous le voyez, est parsemée d'abeilles. Alors l'abeille est un des deux emblèmes de l'Empire. Il y a l'aigle déjà, l'aigle qui rappelle l'aigle romaine pour les légions romaines. Et puis l'abeille, Napoléon a voulu, il ne pouvait pas utiliser les fleurs de lys. Donc il a pensé se rattacher à la dynastie mérovingienne, passant par-dessus les Bourbons et les Capétiens pour se rattacher aux Mérovingiens, car ces abeilles en fait avaient été trouvées dans la tombe de Childéric, le père de Clovis. Donc là, on remonte au 5e siècle. Childéric est mort en 481. Et ces abeilles ont été redessinées, elles sont toujours au cabinet des médailles à la BNF, elles ont été redessinées par Isabey pour en faire l'abeille impériale destinée à remplacer la fleur de lys. Voilà encore un glaive de cérémonie porté par Davout lors du sacre en 1804, toujours au musée d'Auxerre. La Fondation Napoléon conserve aussi beaucoup de boîtes de présents. Alors, ce ne sont pas des tabatières que Napoléon utilisait. Ce sont des cadeaux diplomatiques qu'il faisait aux personnes qu'il voulait honorer. Généralement, ce sont des boîtes en or, souvent ornées du portrait de la personne qui offrait. Vous voyez ici le portrait de Napoléon, vous voyez Joséphine, Marie-Louise, il y a les frères de Napoléon, Murat le beau-frère, Eugène le beau-fils de Napoléon. Toutes ces boîtes donc servaient de cadeaux diplomatiques et il y en aura une très belle sélection présentée lors de l'exposition. Nouveau recomposition de décors, nous avons voulu évoquer un salon empire pour montrer la richesse du mobilier à cette époque-là, avec deux meubles absolument stupéfiants, qui sont des meubles que même l'empereur n'avait pas chez lui. Ce sont des meubles qui avaient été prévus pour la cour d'Espagne. Ils avaient été prévus pour Godoy, le prince de la paix, qui était ministre de Charles IV et aussi accessoirement l'amant de la reine. Donc il y a la commode et le secrétaire. Malheureusement, ils n'étaient pas prêts en 1808 au moment où les souverains espagnols ont été exilés, si bien que l'ébéniste s'est retrouvé avec ça sur les bras et que passant par différents collectionneurs, c'est finalement Martial Lapeyre qui l'a acheté. Vous connaissez tous les menuiseries Lapeyre. Martial Lapeyre avait une collection exceptionnelle qu'il a donnée au souvenir napoléonien qui maintenant est géré par la Fondation Napoléon. Sur la commode, nous mettrons deux vases de la manufacture de l'Île-et-Guérard. J'ai voulu quand même évoquer les manufactures parisiennes de porcelaine. Il y avait environ une dizaine de manufactures de porcelaine, mais vous connaissez tous Nast, Dagotti, qui était patronné par l'impératrice. Mais l'Île-et-Guérard est une manufacture assez ancienne, qui avait été fondée en 1781 et qui était sous le patronage du duc d'Angoulême, le fils du comte d'Artois. C'était un enfant, mais on patronnait quand même. Et en fait, la manufacture avait été fondée par Christophe Diel, qui est un Allemand qui vient du Palatinat, qui s'était associé à Madame Guérard. Et quand M. Guérard est mort, Christophe Diel a épousé la veuve, comme ça se faisait souvent. C'est une association. Je ne sais pas si c'est un mariage d'amour, ça c'est autre chose. Donc la manufacture de Diel et Guérard est devenue ainsi la première en France, voire même en Europe. Elle faisait travailler des peintres très célèbres. Parmi les peintres de Diel et Guérard, on trouve De Marne, Drolling, Mallet, Sfebac, que nous avons vu à Sèvres. Et en fait, pour les souverains ou les visiteurs étrangers qui venaient à Paris, la visite de la galerie, car ils avaient une galerie à Paris, était quasiment obligatoire. D'ailleurs, Joséphine ne s'y était pas trompée parce que, en fait, c'est elle qui a choisi la manufacture de Diel et Guérard pour faire son service de porcelaine. Vous savez que Napoléon lui avait laissé 40 000 francs après le divorce pour qu'elle se fasse faire un très beau service. Elle a demandé la réplique du service égyptien qu'elle avait vu donner au tsar. On l'a terminé, on lui a livré le 1er avril, c'était pas un poisson, mais ça en était un quand même, le 1er avril 1812. Et quand Brongniart a déballé toutes les porcelaines à Malmaison, Joséphine l'a regardé et a dit « c'est un peu sévère ». Et elle a renvoyé le service à Sèvres. Finalement, c'est Louis XVIII qui le donna à Wellington, et c'est celui qu'on voit à Apsley House. Pourquoi l'avait-elle renvoyé? Tout simplement parce que l'année précédente, en 1811, elle avait demandé un service richissime à Diel et Guérard, qu'on appelle le service à tableau, où il y avait des 80 assiettes représentant à la fois des paysages, des peintures de la collection de Joséphine, et tout ça était absolument extraordinaire. Et le musée de Malmaison, depuis très longtemps, essaie de racheter un certain nombre de pièces, et nous avons actuellement 60 pièces venant du service
de Dill-et-Guérard exposée à Malmaison. Malheureusement, la manufacture a décliné après la chute de l'Empire et elle a dû fermer en 1828. Dans ce salon Empire, il y aura du mobilier, effectivement, avec des chaises, des fauteuils qui viennent d'un salon de prince du palais de Fontainebleau, qui avait été livré par Jacob Frère. Ce sont des pièces qui étaient exposées avant, pour ceux qui ont connu l'ancien musée Grévin, dans la reconstitution d'une soirée à Malmaison. Et le musée Grévin a détruit cette évocation et a vendu aux enchères ce mobilier que la Fondation Napoléon a pu racheter. Et il y aura des vases absolument exceptionnels prêtés par le musée de Versailles, des grands vases œufs. C'est une paire de vases qui fait 1 mètre de hauteur. D'ailleurs, la livraison de Sèvres les décrit ainsi: fond bleu lapis, cartel de figures représentant sur l'un l'entrée de l'empereur à Berlin, c'est celui de gauche, et sur l'autre, à droite, l'empereur passant une revue sous les murs de Vienne, riche garniture en bronze, prix de vente 12 000 francs. C'est énorme pour une paire de vases, 12 000 francs. Ils ont été livrés au garde-meuble impérial le 3 mars 1810 pour le palais de Compiègne et ils étaient destinés à meubler la chambre de l'impératrice. Peut-être que leurs sujets guerriers ont fait au dernier moment changer d'idée le fait de les montrer dans la chambre de l'impératrice et on les a placés dans le salon des princes. Le salon des princes à Compiègne, si vous connaissez un peu le palais, c'est le salon de réception Second Empire. Au centre du palais, c'est l'ancienne chambre à coucher de Louis XVI. Les sujets avaient été commandés très tôt par Daru, dès janvier 1806, Daru qui était l'intendant général de la maison de l'empereur, et Brongard en a confié immédiatement l'exécution à notre Jacques-François Sfebac, spécialiste de sujets militaires et de chevaux. Et Brongard en appréciait beaucoup à la fois le talent et surtout la vitesse d'exécution. Comme toujours, les restes des décors est confié à d'autres artistes. Tous les décors sont confiés à Depeyret, qu'on voit parfois, d'Adorure à Constant, et toute la monture de bronze est l'œuvre de la maison Thomire et du Terme, avec des médaillons sur les anses qui représentent Joséphine et Napoléon. L'ensemble a été terminé à Sèvres le 31 décembre 1807 et ils ont été envoyés, comme je vous ai dit, seulement en 1810 à Compiègne. Ils sont rentrés au garde-meuble en 1817, puis Louis-Philippe les en a sortis en 1836 pour son musée d'histoire de France à Versailles. Napoléon intime, les impératrices, nous aurons de Joséphine une traîne, un manteau de cour en velours de soie brodé d'argent. Il n'y en a pas beaucoup venant de l'impératrice Joséphine. Et puis on évoquera les enfants de Joséphine qu'elle avait eus avec son premier mari, Alexandre de Beauharnais. Il y aura le buste d'Hortense, qui avait épousé le frère de Napoléon, Louis Bonaparte, si bien que Napoléon était devenu le beau-frère de sa belle-sœur, de sa belle-fille, et que les enfants du couple étaient à la fois les petits-enfants de Joséphine et les neveux de Napoléon. C'est ainsi que Napoléon III était le neveu de l'empereur et le petit-fils de Joséphine. Voici le frère d'Hortense, Eugène, que nous retrouverons plus tard comme vice-roi d'Italie. Napoléon donc divorce de Joséphine, qui ne peut plus lui donner d'enfants, et il se remarie avec Marie-Louise d'Autriche. Le mariage a lieu au Louvre, dans le Salon Carré, et nous aurons le grand tableau qui le représentera. À l'occasion du mariage a lieu un grand défilé de voitures, 40 voitures défilent, dont une des voitures prêtées par Versailles qu'on appelle la Victoire. Ce sont des voitures qui avaient été faites pour le sacre, mais qu'on a réutilisées pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise. Évidemment, Napoléon épouse un ventre, comme il a dit si élégamment, et le ventre remplit sa fonction, puisque au bout d'1 an, il donne naissance à l'héritier tant attendu qu'on appelle immédiatement le roi de Rome et pour lequel on fait un berceau que vous apercevez ici, berceau qui était destiné aux Tuileries, qui n'est pas le grand berceau d'apparat qui est conservé à Vienne. Et ce berceau eh bien, vous sera présenté puisque le musée de Fontainebleau nous le prête. Pour évoquer le petit roi de Rome qui a eu cette existence si triste et si courte, il est mort à l'âge de 21 ans à Vienne, nous montrerons quelques pièces de layette, un des bonnets qu'il portait sur la tête. Vous verrez aussi une de ses brassières. Et puis, on montrera aussi des jouets que le roi de Rome a utilisés, comme son jeu de loto, des choses extrêmement émouvantes.
un jouet qui représente curieusement un mamelouk à cheval. Tout ça a lui été livré comme jouet. Et parmi, il y avait les impératrices, mais il y avait aussi la maîtresse. Je ne parle pas des maîtresses de passade, mais il y a eu l'amour de Napoléon, son amour polonais, la comtesse Walewska, qui lui a donné un fils, Alexandre Walewski, qui finira ministre de Napoléon III. Parmi les évocations mobilières, une espèce de recomposition de décor avec le lit de la première chambre de Napoléon à Fontainebleau. Napoléon a dû remeubler Fontainebleau en à peine 2 mois pour la venue du pape qui venait pour le couronner. Donc on n'a pas eu le temps de faire grandiose. On a pris un petit lit en bois peint comme ça avec un baldaquin et ça a été complètement reconstitué il n'y a pas très longtemps et c'est amusant de montrer ainsi le lit très simple dans lequel Napoléon a dormi quelques jours à Fontainebleau, accompagné d'une commode livré aussi pour ces appartements, ces petits appartements du rez-de-chaussée, avec les thèmes et liens récurrents que vous apercevez. Alors évidemment, chef de guerre, c'est important. C'est là où je suis le moins compris. Je vais essayer de la guerre, la composition des le bivouac de l'empereur. Il y aura d'abord les tenues légendaires. Le chapeau. On n'imagine pas Napoléon sans son chapeau, qui est un des chapeaux qui est conservé au musée de l'armée, qu'il portait toujours avec sa redingote grise. Napoléon se démarquait ainsi des maréchaux, toujours très richement habillés, et on ne le ratait pas. On voyait la redingote grise de l'empereur et le chapeau, on savait que c'était Napoléon. Les maréchaux, on ne savait pas lesquels c'était. On évoque le bivouac, nous aurons une tente du modèle de celle de l'empereur, immense tente qui sera aménagée avec du mobilier que Napoléon utilisait en campagne. Il y aura évidemment le fameux lit pliant inventé par Marie-Jeanne de Souche, ce lit dont il avait déposé un brevet, qui est l'ancêtre de notre lit parapluie, qui a eu un tel succès que Napoléon ne voulait que ces lits avec lui, au point qu'il a emmené 2 lits de camp avec lui à Sainte-Hélène et qu'il est mort sur l'un de ces lits de camp, qui est maintenant conservé au musée de l'armée. C'est vous dire l'importance. Il était pliable, comme vous apercevez à gauche. On mettait ça dans une housse et on le montait en quelques minutes. Des chaises, ce ne sont pas des chaises de campagne, mais des chaises pliantes qui servaient pour les chasses, mais qui vous montrent l'astuce. Ça pourrait être un mobilier contemporain, quasiment. Nous montrerons aussi les lampes qui étaient démontables, qu'avait livré Thomire, qu'on mettait dans une caisse. Tout ça était transportable et parfaitement aménagé. La table qui se plie aussi, les 4 pieds se plient en dessous et ça ne prend pas de place. Donc, ça sera très intéressant de montrer Napoléon en campagne dans son bivouac. Quelques scènes de bataille qui seront animées, comme je vous ai dit. Ça, c'est Napoléon qui visite les bivouacs avant la bataille d'Austerlitz, parce que Napoléon était proche de ses soldats. Vous le voyez là au milieu, avec son chapeau et sa redingote et tout son état-major tout autour, et sa voiture qui est ici. Son petit nécessaire de voyage, nécessaire de porte-manteau. Et là, je pense qu'il y tenait beaucoup parce qu'il est encore marqué du chiffre B de Bonaparte. Souvent, il a fait remarquer tous les objets avec les armes impériales. Pas sur celui-là, qui est conservé à Malmaison. C'est donc un objet très émouvant. Et comme je vous ai dit, il est de Biennet. Donc, vous voyez que tous les objets, toutes les encoches sont en acajou et épousent exactement la forme des objets sur lesquels ils vont reposer, ce qui coûte évidemment extrêmement cher à faire. Sa longue vue, utilisée pendant la campagne des Pyramides, pour évoquer évidemment Napoléon pendant la bataille. Et puis, comment travaillait-on? Et bien sûr, des cartes avec des épingles. Ça, c'est une carte qui appartenait au prince Eugène, avec toutes les épingles qui montrent les différentes positions des corps d'armée. Il y aura évidemment des choses qui expliqueront tout ça au public. Les objets que Napoléon utilisait sur ces cartes de campagne, le pied de roi ici, qu'on appelle toujours pied de roi, même sous l'Empire, hein. Le compas, la pointe sèche de Napoléon. Son état-major. Eh bien, l'état-major était brillamment habillé, comme je vous ai dit. Voici ici la petite tenue du maréchal Lannes, qui sera accompagnée du sabre. Nous avons le petit uniforme du maréchal Davout. Donc, vous avez vu les grands uniformes, voici les petits uniformes. Vous aurez le chapeau porté par le maréchal Davout. Quand on pense qu'il partait à la bataille à Auerstadt avec ce chapeau sur la tête, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Drouot, qui était moins important, avait un simple frac de campagne.
Et puis, voici ici un bâton de maréchal. Je vous ai dit qu'il y avait les abeilles, mais voici les aigles, l'aigle impérial. Vous savez que quand c'est l'aigle héraldique, on dit une aigle. L'animal, c'est un aigle, mais du point de vue héraldique, c'est une aigle, c'est au féminin. Comment était l'armée? Eh bien, nous aurons un canon, un vrai canon de campagne qui pèse une tonne, qu'on fera venir et on vous montrera comment le canon fonctionnait et qui était souvent, les caissons de munitions, ça fait plus de 2 mètres de long, ça. Donc imaginez les chevaux en plus qui les tiraient. Donc on montrera vraiment comment se passait la campagne avec les soldats eux-mêmes, avec des mannequins grandeur nature. Les habits sont anciens, hein, ce sont des habits d'origine qui sont présentés. Voilà un grenadier à pied de la garde impériale. Vous aurez aussi avec le vrai cheval, ça mesure plus de 2 mètres de haut, ça. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà un maréchal des logis avec son costume ancien. Nous aurons un autre également avec son cheval. Il y aura un certain nombre de mannequins ainsi qui viennent du musée de l'armée et qui nous sont exceptionnellement prêtés. Voilà ici donc un sapeur. Je pense que ce sera extrêmement évocateur. Voilà un grenadier d'infanterie, différents soldats. Et pour montrer la diversité de l'armée, il y aura, je ne sais plus, près de 150 figurines qui montreront les différents corps de l'armée composés non seulement de Français, mais des pays alliés, enfin disons soumis, aussi bien allemands qu'italiens. C'était l'armée de toutes les nations que Napoléon avait. Les victoires, malheureusement, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas où mettre Nelson. C'est plutôt une défaite qu'autre chose, on l'a mis là pour évoquer les défaites navales, on en parlera aussi lors de l'exposition. Et puis voilà, donc les victoires de Napoléon, une carte animée, la reddition de la ville d'Ulm, qui est juste avant la bataille d'Austerlitz, et puis la bataille d'Eylau. Alors là, nous allons faire des projections. Je vous ai parlé tout à l'heure du film introductif qui durait 3 minutes. Là, nous présenterons sur un grand écran de 7 mètres la charge d'Eylau du film du colonel Chabert, avec le bruit des cavaliers qui arrivent vers l'ennemi et le début du choc entre les deux armées. Ça va être extrêmement impressionnant. Voilà la prise de Ratisbonne. Nous aurons pas mal de tableaux qui ont été prêtés par Versailles. Et puis, des aigles. L'aigle, donc, qui reprend exactement l'aigle des Romains, qui a été fondu par l'atelier de Thomire. C'était des choses extrêmement importantes. Et Napoléon disait, je préférais perdre un bras plutôt qu'un de mes régiments perde une aigle. Pour lui, l'aigle était le symbole. Et les aigles étaient sur des caissons sur lesquels sont les numéros des régiments. Un drapeau incroyable. Regardez les villes par lesquelles sont passées les armées napoléoniennes. Vienne, Berlin, Madrid, Milan, Moscou, Varsovie, Venise, Le Caire. C'est absolument fabuleux. Et ça, les soldats sont allés dans toutes ces villes, alors que souvent, s'ils étaient restés en France, ils auraient été au plus loin, au village d'à côté. Et pour ça, ça les a marqués énormément. Beaucoup ont écrit leurs souvenirs. D'avoir vu tout ça, pour eux, ça a été une vie fabuleuse. Napoléon, évidemment, a eu un système européen. Il a voulu faire de l'Europe quasiment une seule nation. D'abord, n'oubliez pas que Napoléon n'était pas seulement empereur des Français, mais il était roi d'Italie. Et on le voit ici portant la couronne de fer des rois lombards. Donc, il ne pouvait pas régner à la fois à Paris et à Milan, qui était la capitale du royaume d'Italie, et vous verrez ce qu'il en a fait. Il a commencé à placer sa famille sur les trônes. Vous vous rappelez que Charles IV d'Espagne a été chassé en 1808 et il a mis à la place son frère, Joseph, qui est devenu roi d'Espagne jusqu'en 1813. Ça ne s'est pas très bien passé. On en parlera tout à l'heure. Il crée un royaume artificiel avec une partie de terrain pris à la Prusse qui s'appelle la Westphalie, où il met son plus jeune frère, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. En Toscane, c'est sa sœur, Elisa, qui devient grande-duchesse et qui est à Florence. Et en Italie, comme il ne peut pas régner à la fois à Milan et à Paris, il désigne le fils de Joséphine, son beau-fils qu'il avait adopté en 1806, comme vice-roi d'Italie, et Eugène sera en Italie de 1805 jusqu'en 1813. Louis, son frère, est envoyé en Hollande. Il règne en Hollande, il avait épousé la fille de Joséphine. Et puis Murat, qui avait épousé une sœur de Napoléon, Caroline, va régner à Naples jusqu'en 1815. Donc vous voyez que
tous ces pays étaient plus ou moins inféodés à la France. Et puis vient le déclin. D'abord, l'échec militaire. Il y a eu deux grands échecs. Il y a eu d'abord l'Espagne. Napoléon s'imaginait qu'en mettant son frère sur l'Espagne, les Espagnols allaient se laisser faire comme les Italiens qui ont vu leur pays envahi par tout le monde. Les Espagnols se sont rebellés, surtout le peuple et les religieux. Donc il y a eu des choses absolument épouvantables et Napoléon a découvert ce qu'était la guérilla. Ce n'était pas une guerre comme d'habitude avec des conflits, des batailles entre deux armées. Il n'y avait pas d'armée. C'est le peuple qui luttait contre l'envahisseur. Et c'était vraiment un gros échec qu'il a reconnu par la suite. Il a dit à Sainte-Hélène, cette guerre de guérilla a épuisé ses armées dont il aurait eu besoin sur d'autres endroits. Et la Russie, il se croyait le maître du monde. Il réunit une armée de 600 000 hommes. 600 000 hommes. Il franchit le Niémen et les Russes avaient une tactique, ils ne voulaient pas l'affronter directement. Ils reculaient de plus en plus avec une politique de terre brûlée, si bien que Napoléon a été entraîné ainsi jusqu'à Moscou. La ville l'a trouvé incendiée et au moment de revenir, il n'y avait plus rien. Donc ce retour a été une vraie catastrophe. Voilà ici un tableau qui montre la campagne de Russie. Sur les 600 000 personnes qui ont passé le Yémen, il a dû en revenir à peu près 60 000. Le reste étant soit morts, soit déserteurs, soit restés en Russie. Un certain nombre est resté en Russie. Et ça a été vraiment le début de la fin. Voici ici des boulets, des biscayens qui ont été trouvés sur le champ de bataille de la Moskova. Et puis vous verrez que les combats ont toujours été des fois très très durs. Voici une aigle beaucoup moins glorieuse que celle que vous avez vue tout à l'heure. Celle-là est blessée. D'autres exemples seront montrés. Une cuirasse avec un boulet qui l'a transpercée. C'est très spectaculaire. Regardez ici le shako du colonel Marbeau qui est fendu d'un coup de sabre. Ce sont des objets extrêmement parlants. Et puis, à la fin, eh bien, toutes les nations se réunissent pour envahir la France. Napoléon est contraint d'abdiquer à Fontainebleau en avril 1814. Et ensuite, il fait ses adieux à ses soldats. Et on le voit ici dans la cour des adieux à Fontainebleau avant de partir pour l'île d'Elbe. L'île d'Elbe où il reste empereur. Et pendant ce temps-là, en France, eh bien, règne, pendant la première restauration, Louis XVIII. Mais Louis XVIII n'est pas habile, Napoléon l'apprend. Louis XVIII refuse de verser à Napoléon les 2 millions annuels qu'il doit pour qu'il puisse vivre en tant qu'empereur sur l'île d'Elbe. Et Napoléon en profite pour s'échapper. Et il remonte sur Paris. Il traverse donc, échappant aux croisières anglaises, il traverse donc la Méditerranée, arrive en France, remonte, et sans tirer un seul coup de fusil ou de canon, il remonte par la route qu'on appelle la route Napoléon, et de clocher en clocher, dit-il, il arrive jusqu'au tour de Notre-Dame et rentre vainqueur aux Tuileries, où il devient à nouveau empereur. Mais là, cette fois-ci, les Alliés en ont assez. Il faut absolument vaincre Napoléon, qui est une gêne pour l'Europe, un empêcheur de tourner en rond. Et là, les Alliés sont tellement nombreux qu'à la bataille de Waterloo, Napoléon est obligé de se rendre, il est vaincu. Il quitte la bataille de justesse, manquant d'être capturé, arrive à l'Élysée où il réside, et là, le 22 juin 1815, il signe son abdication dans le boudoir d'argent, qui est une pièce des appartements privés de l'Élysée. Sur cette table, et nous avons eu le prêt exceptionnel par l'Élysée de la table sur laquelle Napoléon a abdiqué, ainsi qu'un des fauteuils qui garnit cette pièce. Voici une plume qui n'a pas malheureusement servi à l'abdication, mais semblable, et qu'il a utilisée quand il était à Sainte-Hélène, utilisée par Napoléon. Et à la fin, nous arrivons à Sainte-Hélène, que nous évoquons rapidement, puisqu'il y a d'autres expositions qui l'exposeront plus en détail. Nous voyons ici Napoléon quittant les côtes de France. Le tableau date de 1900, et avec un titre évocateur disant « Adieu, ma belle France ». Napoléon est sur le Bellérophon, qui l'emmènera sur l'île de Sainte-Hélène, située au milieu de l'Atlantique Sud. Et là, que fera-t-il? Eh bien, il dictera ses mémoires, il dictera ses souvenirs à ses différents généraux, à Gourgaud, Marchand, son valet de chambre, à Lascaz, et on voit un Napoléon inhabituel. Là, il est en tenue d'intérieur, avec son madras sur la tête, ses souliers. Malmaison conserve encore toutes ses tenues, donc ce sont des tenues réelles, qui ont été réellement portées par Napoléon. Et finalement, lorsqu'il meurt, le 5 mai 1821, peu de temps après,
on prend l'empreinte de son visage, on moule, c'est un des premiers moules qui a été fait en 1821, l'année de sa mort. Et plus tard, Antomarchi, le médecin qui avait fait le moulage, a commercialisé ce masque et on en trouve de très nombreux exemplaires en bronze. Le jour de l'enterrement, on est sur l'île de Sainte-Hélène, il n'y a pas de corbillard, donc on utilise le châssis de la voiture qui lui servait pendant ses promenades sur l'île et on le monte en corbillard. Et c'est le corbillard conservé à Malmaison qui sera présenté. Et à la fin, nous verrons Napoléon, une statue de 1867, Napoléon, les derniers jours à Sainte-Hélène, qui a été faite par Vella, qui est prêtée par Versailles. C'est un monument qui pèse 1,5 tonne et qu'on nous prête exceptionnellement. Voilà donc les principales œuvres qui seront présentées. Nous espérons ouvrir au mois d'avril et nous espérons vous voir nombreux à cette exposition. Je vous remercie. Merci Bernard. C'était une fabuleuse intervention et passionnante de cette exposition que nous avons hâte effectivement d'aller voir à la Villette en principe dès le 14 avril. Alors nous sommes heureux d'avoir pu découvrir la somme des œuvres présentées par l'immense spécialiste que vous êtes. Bon, les problèmes de son, ben, c'est pas dû à nous, hein, ni à l'un ni à l'autre. C'est un problème de fibre. Donc nous ne sommes pas responsables et nous en excusons. Donc, vous parliez ça va être formidable aussi, des vastes reconstitutions et des dispositifs numériques hein, pour nous, une véritable immersion au cœur de l'époque napoléonienne. Donc, il faut s'inscrire dès que possible dans vos agendas cette visite réalisée en compagnie de vos proches. Donc, vos questions par écrit à notre intervenant sont les bienvenues. Donc, si vous voulez les poser via la discussion. Pendant les quelques secondes de leur rédaction, je vous rappelle notre prochain rendez-vous, lundi 15 mars, hein, lundi prochain, où nous aurons le plaisir d'accueillir Tariq Bouguerira, président d'Imperial Art, qui évoquera pour nous les écuelles coupes de forme Gérard, Sèvres au service de Napoléon. Alors, je regarde. Et alors, si, moi, je vais commencer peut-être par une question que je formule à Bernard. Napoléon est un des rares chefs d'État à s'être rendu à la manufacture à plusieurs reprises. Et selon vous, était-ce par goût ou par nécessité? Je pense les deux à la fois. Il était conscient que Sèvres était un instrument important pour lui, pour sa communication, pour montrer à l'Europe l'excellence des savoir-faire français, mais ça faisait partie de ses devoirs de chef d'État. Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Un merci beaucoup passionnant. Nous avons hâte de découvrir l'exposition. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour cette avant-première. Il y a même une personne qui me dit, j'hésitais à me rendre à une exposition trop commerciale. Vous m'avez convaincu. Voilà Bernard. Bon, ben, Exposé très vivant. Beaucoup de félicitations. Alors, je reviens. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question de savoir où on pouvait se procurer votre thèse. Ma thèse sur Malmaison? Oui. Oh, il y en a quelques exemplaires qui passent sur AB Books, parfois. Vous connaissez le site AB Books? Alors, bah, voilà, oui, sur Internet. Voilà, de temps en temps, il en passe, mais je suis malheureusement un auteur épuisé. Alors, une question encore. Napoléon avait-il une préférence pour la porcelaine dure ou bien tendre? Ben, la porcelaine tendre n'existait plus parce que la dernière pièce de porcelaine tendre qui a été faite à Sèvres a été faite sous l'Empire en 1804. C'est un vase qui est conservé encore à Fontainebleau et c'est le dernier essai de porcelaine tendre sous l'Empire, 1804. Donc tout Oui, était c'est en ça. dur. Hein. Tout était en dur. Mais en fait, finalement, Napoléon, il aimait beaucoup les produits de Sèvres puisqu'il est parti avec son service. Enfin, c'était bien la preuve de son intérêt majeur. Absolument, il n'a rien emporté des manufactures parisiennes. Hein. Oui. Donc, il avait bien conscience qu'il s'agissait d'une œuvre exceptionnelle. Et il avait participé, lui aussi, au choix des sujets. Absolument, toujours, il surveillait tout, même depuis ses campagnes. Alors, il a quand même fait quelques commandes à Lefebvre et Caron, un petit peu à Dagotti aussi, principalement pour Montecavallo, parce que Rome était la seconde ville de l'Empire, et Napoléon avait fait meubler
le palais du Quirinal, qu'on appelait Monte Cavallo à l'époque, avec quelques pièces de Dagotti. Mais il ne l'a jamais vu, il n'a jamais été à Rome. Et ces pièces, elles sont toujours au palais du Quirinal? Il y en a un peu en Italie, mais vous savez, dès que les Savoies sont arrivés, ça a été la diaspora, parce que quand chaque principauté était en place, ils gardaient leurs propres objets. Puis avec les Savoies, on a retrouvé des objets de Monte Cavallo à Naples, etc. Tout est parti dans les villes d'Italie, donc c'est très difficile à suivre. Il y a même eu quelques ventes, ainsi à Colorno, qui était le Versailles des ducs de Parme. Il y a eu de magnifiques bras de lumière rocailles faits pour Madame Infante qu'on a retrouvés sur le marché de l'art. Oui, c'est ça. Alors, une autre question, Bernard. Pourquoi avoir choisi la Villette pour l'expo plutôt qu'un lieu emblématique tel que Fontainebleau? Parce que Fontainebleau a sa propre exposition et que l'exposition de la Villette a été décidée très tardivement, il y a à peu près un an seulement, alors que la plupart des musées napoléoniens avaient déjà fait leurs différentes expositions. Donc Fontainebleau n'avait même pas assez de place parce qu'à la Villette, nous aurons environ 3000 mètres carrés, dont plus de 2000 uniquement pour les œuvres. Ah oui, donc c'est considérable. Ah oui. Alors, il y a même quelqu'un qui me fait une remarque. Il me dit Napoléon était un peu comme Louis XIV, il faisait attention à tout. Oui, c'est vrai. Absolument. Je ne sais pas comment il faisait. C'est pour moi un mystère. Il allait des fois dans des détails incroyables. Il avait une mémoire fabuleuse. Et c'est quand même pour moi toujours un sujet d'étonnement. Est-ce que vous savez s'il a fait cadeau de porcelaine de Sèvres ou porcelaine à la comtesse Walewska, là, qui était sa Non, dame chère? non, il fallait rester discret et je n'en ai pas trouvé dans les livraisons de Sèvres. Alors, des porcelaines de Sèvres seront-elles présentées à l'exposition du Mobilier national, me Cer- demande-t-on. Certainement, parce que le mobilier national qui doit être inauguré en… Oui, 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 je suis sûr, puisque euh, j'ai fait des articles pour le catalogue. Et je sais qu'il y a des pièces qui viennent de l'appartement de l'empereur sur l'Orangerie qui seront exposées au Mobilier national. Donc c'est évident que là, ils vont faire non pas des recompositions de décors, mais des reconstitutions réelles, avec les bons meubles, les bons objets mis en place. Oui, oui. Et en fait, il y a pour reparler des Sèvres, en fait, il y en a quelques-uns qui sont partis en Allemagne. Enfin, vous savez, il y en a au Kunsthistorisches Museum, Bah, les vases à fuseaux. Là. il y a eu beaucoup de cadeaux. Napoléon a utilisé ça vraiment comme usine à cadeaux. Il faut voir pour les mariages. D'abord, énormément pour le mariage de Stéphanie de Beauharnais, qu'il Mhm. avait appelé Stéphanie Napoléon, avec le grand-duc héritier de Bade. Tout le monde a été inondé de porcelaine de Sèvres. Il y en a eu également pour le mariage de Jérôme avec Catherine de Wurtemberg. Et puis après, quand tout le monde a été casé, si j'ose dire, il a instauré ce système des étrennes de la fin de l'année. Si, il y a eu aussi le baptême du roi de Rome, où il y a eu Ouais. énormément de choses données. Napoléon a donné ainsi au cardinal Fesch le service iconographique grec, qui est maintenant dans la collection du comte Charles-André Walewski. Il y a eu le grand vase avec le passage du grand Saint-Bernard qu'il avait offert à sa mère, qui est maintenant au Louvre. Non, il y a eu beaucoup de choses. Mhm. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure qu'un cabaret est actuellement en vente. Oui, alors Savez-vous si un musée ou une institution s'est positionné, me oui, non, demande-t-on. mais je ne sais pas si je peux le dire. Dernièrement, c'était chez Camille Leprince. Je ne sais pas s'il l'a Oui, encore. oui. Alors voilà, on ne sait pas si, mais peut-être. Enfin, de toute façon, ce sont des pièces mémorables. Et vous parliez, enfin, vous avez dit que vous avez fait une exposition en Chine. Et qu'est-ce que vous exposez en Chine de préférence? Qu'est-ce qui attire les Chinois? Qu'est-ce qui peut intéresser le peuple asiatique, en fait, sur tout ce, Napoléon? tout ce qui a trait à Napoléon. Et j'ai été très Tout. surpris parce que nous avons fait des conférences là-bas. Heureusement, j'avais un traducteur parce que je ne parle pas le chinois. Et j'ai été absolument incroyablement surpris par une question d'un Chinois qui m'a dit: pourquoi Louis-Philippe a-t-il fait revenir de Sainte-Hélène le corps de Napoléon aux Invalides? Alors là, j'ai dit: il y a beaucoup de Français qui ne poseraient même pas la question. Ouais. Non, Napoléon passionne et où que l'on aille. Attendez, quand j'ai fait à Taïwan, on a fait 500 000 visiteurs. À Memphis, qui est quand même the middle of nowhere, il y a eu Ouais. aussi Oui. 500 000 visiteurs. Non, mais Napoléon ne divise pas à l'étranger. C'est les Français que ça divise. Et là, vous aviez exposé des Sèvres? Oui, bien sûr. Oui, Ah oui, ouais. absolument. Mhm. Ah oui, non, mais c'est absolument fabuleux. Bah, c'est obligatoire, Sèvres.
Oui, et c'est vrai que pour la période, on voit qu'il a beaucoup, beaucoup utilisé ça à titre d'arme diplomatique. Eh bien, Bernard, je crois que nous sommes arrivés au bout de nos questions. Merci Hein, encore de je vous en prie. cet impérial exposé, en somme. Et attendez, la biosphère par Lyon, c'est... Ah, j'ai encore une question. La biosphère, attendez, excusez-moi, je reviens. La biosphère par Lyon, sait-on où il a été tissé? Ben, pas les manufactures lyonnaises. Ce sont justement les manufactures lyonnaises qui, profitant du passage du premier consul, lui ont montré l'excellence de leur production. Et Napoléon a toujours protégé les manufactures lyonnaises. D'ailleurs, il a commandé énormément de soieries dès 1802. Et puis, quand elles ont été mises en difficulté en 1811, il a commandé 80 kilomètres de soieries. Imaginez ce que c'est que Et alors, 80 kilomètres. est-ce que vous connaissez les noms des maisons lyonnaises, Presles ou je sais pas, Non, 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 c'était pas, Presles n'existait pas encore. Il y avait surtout Permont. Permont? Permont qui avait travaillé, déjà sous Louis XVI, qui avait livré les grandes tentures, de Versailles. Mais Voilà. toutes les manufactures ont travaillé. C'est le président des Amis du Musée des Tissus de Lyon qui vous pose cette question. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, Donc c'est très technique. il suffit de regarder ce que vous devez connaître, ce qu'on appelle le Coural, qui est l'inventaire des soieries du Premier Empire, conservé au Mobilier National, qui est une bible. Voilà, donc réponse à ce monsieur, qui vous remercie d'ailleurs. Eh bien, écoutez, je crois que nous en avons terminé. Bien sûr que le sujet est tellement important que nous pourrions y passer beaucoup d'heures. En tous les cas, Bernard, merci du temps que vous avez consacré. Un moment merveilleux pour les spécialistes et même les moins spécialistes. Incollable vous êtes, me dit-on. Passionnant, merci. Enfin, il y en a plein. Nous vous remercions et puis nous aurons du plaisir à nous retrouver tous la semaine prochaine avec Tariq Bouguerira, que vous connaissez aussi, Bernard. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci, Bernard. Voilà, c'est bon, je clique Alors, attendez voir. là. Ah oui, quitter. Voilà.